Yippee-ki-yay, motherfucker. Et non seulement t'es vulgaire, mais t'es ordinaire en plus. Dick Laurent is dead. Bonjour, bonsoir à toutes et à tous, chères auditrices et chers auditeurs, et bienvenue dans Transmission, la table ronde cinéphile qui fait le grand écart entre cinéma d'auteur et pop culture. Un numéro très spécial ce soir, puisque nous sommes dans le bar du cinéma Nova à Bruxelles, qui est sans doute l'un des bars les plus cool et les plus underground de toute la capitale. Et nous sommes en compagnie de Éléonore Colson et de Frédéric Van Hallemersch, qui sont de l'équipe programmation du festival Offscreen. Bonjour Éléonore. Salut. Et bonjour Frédéric. Salut. Et bien sûr Manuela, c'est là, voyons. Salut Olivier, salut à tout le monde. Et Éléonore, tu as également un podcast d'actualité cinématographique qui s'appelle Les filles qui en savaient trop, qui existe depuis 3 ans, 4 ans maintenant. Oui, 3 ans je crois. Alors le festival Offscreen, c'est l'occasion qui nous réunit aujourd'hui, donc c'est la 19e édition, ça se tient au cinéma Nova, ça a commencé le 11 mars et ça dure jusqu'au 29 mars, c'est aussi à la Cinémathèque, au cinéma Ritz et à l'Aventure. Cette année, ce festival programme entre autres un focus sur le cinéma de genre espagnol entre 68 et 83 qui est baptisé Exorcising Franco, dans lequel on a projeté entre autres la résidence de Narciso Ibáñez Serrador. On peut aussi voir ou revoir les films qui ont fait la gloire de John Woo au tournant des années 80 et 90. Et dans le cadre d'une sélection baptisée Only in America Delusions of Democracy, il y aura aussi une séance le 28 mars à 21h30 au Nova du Network qu'a réalisé Sidney Lumet en 76 et dont on parlera longuement un peu plus tard dans cette émission. Sidney Lumet, dont le festival a aussi proposé une autre œuvre, The Wiz de 1978, variation sur le thème du magicien d'Oz. Mais d'abord, le Offscreen, c'est un événement cinématographique un peu particulier, qui est non compétitif. Au fond, c'est quoi un peu la ligne éditoriale, le totem auquel s'arrime la sélection du festival ? Alors le festival Offscreen, c'est un peu un cinéma, on va dire, avec des rétrospectives, mais aussi des avant-premières, où on essaye de mettre en avant des créations audiovisuelles indépendantes, plutôt anticonformistes, plutôt hors circuit, on va dire, avec des films qui peuvent aussi bien être de la série B que du cinéma d'exploitation, des films un peu camp, des films un peu underground, parfois des films expérimentaux aussi. Et on ne fait pas vraiment de différence, c'est ça, entre les films d'actualité, donc des premières, et le cinéma d'avant qu'on essaye de faire redécouvrir aussi au travers de programmes qui ont des thématiques, comme cette année, tu viens de les évoquer. Ok, super. Les cinémas camp, est-ce qu'on peut m'expliquer un peu ce que c'est le cinéma camp ? Il faut demander à Suzanne Sontag qui a fait un super essai là-dessus, que je recommande. On va dire le cinéma, on va dire un peu outrancier, comme ça, plutôt trash. Il n'y a pas que ça, hein. Cette année, je ne pense pas tellement à des films camp dans notre sélection. Non. On a déjà eu plus des autres années, mais c'est un peu ça. Frédéric, tu veux compléter ? Bah ouais, on a fait cette année-ci au niveau de camp, ouais, on s'est tenu assez sage, je pense. Vous pouvez retrouver ça dans notre rétrospective de cinéma espagnol, à gauche et à droite. Mais sinon, je dirais, dans la rétrospective John Woo, je dirais pas que c'est du camp, c'est peut-être un peu trop loin. Et surtout, dans notre petite rétrospective de films américains, là, on est devenu un peu plus sérieux. En fait, ce ne sont pas des films camp du tout. Ça se situe beaucoup plus dans le genre de thriller paranoïde, politique. Donc, avec cette petite rétrospective, on voulait faire une sorte... Mais on va revenir sur ça. On voulait faire une sorte de réaction, disons, sur la condition... du monde aujourd'hui. Ouais, justement, donc je pense que tu as fait un pas déjà en avant. C'est donc Network, le film qui va nous intéresser aujourd'hui, c'est présenté dans la sélection qui s'appelle Only in America, aux côtés notamment de Punishment Park de Watkins de 71, il y a Blue Collar de Schrader de 78, il y a Nashville de Altman de 75. Un film auquel nous avons consacré un focus il y a quelques années et toujours disponible sur notre chaîne YouTube ou sur notre site web transmissionlepodcast.com. Donc qu'est-ce qui relie en fait les œuvres qui sont parce que vous avez programmé, si je dis pas de bêtises, 7 sélections en particulier, Only in America, ouais. Là où on trouve Network. Donc, qu'est-ce qui a guidé les choix de ces films ?
Oh, ça c'est une bonne question. Discussion entre l'équipe de la programmation, bien sûr. Trouver un sorte d'équilibre entre quelques trucs qui seront plus connus, comme Nashville, comme Network, quelques découvertes, on espère, comme Twilight's Last Gleaming, ou un film comme Winter Kills aussi, je pense que c'est peu connu. Et pour finir, Punishment Park, en fait, le film qui a un peu été le point de départ de cette sélection. Le film qu'on voulait mettre un peu au spotlight, en fait, parce que c'est un film qui, selon nous, fait une très belle réflexion de ce qu'on est en train de vivre aujourd'hui, en fait, surtout aux États-Unis, avec Trump, bien sûr, avec le ICE. C'est un film absolument visionnaire, je dirais. C'est une, comment dire, une patate dans la gueule. Qui reste, c'est un chef-d'œuvre qui reste debout après plus que 50 ans et qui est aujourd'hui, je pense, même plus actuel que jamais. Éléonore, tu veux compléter ? Je pense qu'on avait à l'origine une sélection un peu plus large. Il y avait aussi d'autres types de cinéma qui ont eu lieu dans les années 70. Ici, on a vraiment choisi, des thrillers plus politiques, un peu soit des satires ou des thrillers paranoïaques. Mais il y avait aussi tout un pan qu'on n'a pas spécialement choisi, qu'on aurait pu, qui est le film Vigilant Movies. Donc ça, on a dû faire un choix parce qu'on avait décidé de faire un plus petit module que prévu. Mais du coup, on a dû vraiment sélectionner, des films qui en tout cas résonnaient particulièrement avec l'actualité aujourd'hui. Je pense que Network en est un. Je pense que quand on voit les sorties récentes, comme l'année passée, Eddington ou One Battle After Another, je trouve que ce sont des films auxquels je trouve on a pas mal renvoyé, ou en tout cas ça a fait penser au cinéma de Sidney Lumet, justement. Et c'était l'occasion en fait de montrer ces chefs-d'œuvre. Et c'est vrai que c'était un peu moins le style off-screen à la base, mais puis finalement ces films en fait ils sont assez délirants quand on les revoit. Je trouve c'était moins l'idée que j'en avais à la base, mais quand on les revoit ils sont complètement fous à l'époque, mais plus ils fous aujourd'hui. Tout à fait. Ouais, mais de ce que tu disais sur Punishment Park, qui reste super fort d'actualité 45 ans après, c'est aussi valable pour Network, je pense. C'est juste parce qu'on vit dans une dystopie de merde. En fait. Tout à fait. Ok, et donc si vous pouviez choisir un film, toute sélection confondue, du festival cette année à nous recommander, avant qu'on plonge plus avant dans l'œuvre de Sidney Lumet et de Network, lequel film nous conseilleriez-vous ? En fait, moi, j'avais choisi Punishment Park. Donc, je le mets dans le spotlight de nouveau pour une deuxième fois. Je peux recommencer de zéro et expliquer pourquoi on a choisi ce film. Mais non, juste pour stresser que, à notre avis, c'est vraiment un chef-d'œuvre 5 étoiles. Même à part de l'actualité, la réalisation du film est juste incroyable. Le montage, chaque petit coupe dans le montage est comme une sorte de petit choc, je dirais. Le film est très bien maîtrisé. La façon d'approcher tout le genre du docu-fiction, du mockumentary, dans tout ce genre aussi, c'est un film phare, mais donc avec un message très fort politique, très dur. Donc, je dirais pas que c'est un film typiquement off-screen. C'est un film dur, sérieux. C'est pas du kitsch, c'est pas du camp, c'est pas il n'y a pas de vampire lesbienne. Qui était quand même la référence du off-screen. Donc il fallait quand même avoir une vampire lesbienne dans le film avant pour pouvoir sélectionner. Absolument. Mais donc, pas cette fois-ci. Donc, cette fois-ci, on va vraiment pour le choc de la réalité. Ok, et toi, Éléonore ? Moi, j'étais restée un peu dans le thème d'aujourd'hui avec Blue Collar, qui est le premier film de Paul Schrader, et que personnellement, j'ai découvert en fait quand on a fait la sélection. Et j'ai été étonnée de ce film parce que je le trouvais assez différent de ses autres films au final. Donc, il l'a écrit avec son frère. Il y a un trio d'acteurs qui est vraiment éclatant. Donc Harvey Keitel, il y a Richard Pryor et il y a Feth Koto, qui s'entendaient pas du tout sur le tournage, mais en tout cas dans le film ça ne se voit pas du tout. Et c'est vraiment aussi un grand film sur la désillusion. Je trouve que le film est terrassant en fait. Le film m'a vraiment choquée alors qu'il est pourtant assez simple.
Il est assez naturaliste aussi. Donc moi, je recommanderais fortement d'aller découvrir ce film qui n'est pas souvent projeté, je pense aussi, au cinéma, qui n'est pas souvent diffusé. Et je vais quand même un peu compléter parce que c'est vrai que dans le module Only America, donc ce sont des films en rétrospective, mais on a aussi un documentaire qui est assez intéressant, Suburban Fury, qui est de Robinson Devor et qui revient interviewer Sarah Jane Moore, qui est une des 2 personnes qui a tenté d'assassiner Gerald Ford. Donc ce président qui a été en intermittence après Nixon, on a tenté de l'assassiner 2 fois, et donc cette femme vient témoigner devant la caméra, et c'est l'occasion de revenir en fait sur toute cette décennie. Ça, c'est un documentaire qu'on passera ici au Nova, et je pense que c'est samedi, enfin en tout cas après la séance de Punishment Park du 20. Et donc c'est assez marrant aussi parce qu'en revoyant Network, au tout début du film, ils font allusion à cette actualité-là, où est-ce qu'on met Sarah Jane Moore et tout. Donc je trouvais que c'était assez... En fait, finalement, tous nos films se répondent assez bien. On s'est rendu compte un peu aussi... je pense qu'il y a un truc un peu intuitif, mais finalement, il y a un peu un fil qui s'est plus ou moins constitué autour de tous ces films. Et voilà, je trouve que c'est un film très intéressant à découvrir aussi. Super, merci. Merci beaucoup, ça donne vraiment envie. Alors maintenant, on va parler plus en détail de Network de Sidney Lumet, et en guise d'avant-propos, on va écouter ce qui est devenu aujourd'hui le passage le plus célèbre du film. Pour resituer donc l'histoire de Network, c'est Howard Beale, qui est un présentateur de JT en perte d'audimat, qui est menacé de renvoi au début du film. Et il répond à cette menace en fait en annonçant qu'il va se suicider en direct une semaine plus tard. Alors suite à des tractations cupides des responsables d'antenne, Howard Beale reste à l'antenne, et cet homme qui est apparemment en situation de détresse psychologique intense, divague sur les mensonges des puissants et l'état de putréfaction morale de la société américaine, jusqu'au jour où il invite les téléspectateurs et les téléspectatrices à ouvrir les fenêtres pour hurler leur mal-être. I don't have to tell you things are bad. Everybody knows things are bad. It's a depression. Everybody's out of work or scared of losing their job. The dollar buys a nickel's worth. Banks are going bust. Shopkeepers keep a gun under the counter. Punks are running wild in the street, and there's nobody anywhere who seems to know what to do, and there's no end to it. We know the air is unfit to breathe, and our food is unfit to eat. We sit watching our TVs while some local newscaster tells us that today we had 15 homicides and 63 violent crimes, as if that's the way it's supposed to be. We know things are bad, worse than bad. They're crazy. It's like everything everywhere is going crazy, so we don't go out anymore. We sit in the house, and slowly the world we're living in is getting smaller, and all we say is, please, at least leave us alone in our living rooms. Let me have my toaster and my TV and my steel-belted radios, and I won't say anything. Just leave us alone. Well, I'm not going to leave you alone. I want you to get mad. I don't want you to protest, I don't want you to riot, I don't want you to write to your congressman because I wouldn't know what to tell you to write. I don't know what to do about the depression and the inflation and the Russians and the crime in the street. All I know is that first, you've got to get mad. You've got to say, I'm a human being, God damn it, my life has value. So, I want you to get up now. I want all of you to get up out of your chairs. I want you to get up right now and go to the window, open it, and stick your head out and yell, I'm as mad as hell, and I'm not gonna take this anymore! Sidney Lumet, donc réalisateur, scénariste, producteur, né en 1924 à Philadelphie. C'est un artiste qui a été formé au théâtre, puis très actif à la télévision durant les années 50. Depuis quelques années, en fait, sa réputation ne cesse que de grandir au fur et à mesure qu'on redécouvre une filmographie impressionnante qui compte plus de 40 longs métrages, au rang desquels, pour citer les plus célèbres, 12 hommes en colère en 57, The Offense en 72, Serpico en 73, Une après-midi tient en 75 ou encore À bout de course en 88, un film qui n'avait pas marché à l'époque et qui depuis est reconnu et très partagé. Citons aussi The Pawnbroker et Point Limite, deux films auxquels nous avons consacré de précédentes émissions que vous pouvez retrouver sur notre site et notre chaîne, notre page YouTube. Je crois que j'ai jamais fait autant d'autopromo. Alors, sorti en 76, Network est à l'époque une peinture au vitriol du monde de la télévision, centrée sur le personnage d'Howard Beale, incarné par Peter Finch, présentateur de télé alcoolique et dépressif depuis la mort de sa femme. L'autre personnage central est son ancien compère de l'information au sein du network UBS, Max Schumacher, joué par William Holden. Diana Christensen, la nouvelle responsable des programmes chargée de faire grossir les audiences, est incarnée par Faye Dunaway.
On y reviendra, mais le film est indissociable de son scénariste, Paddy Chayefsky, figure de la faune artistique new-yorkaise de l'époque. On lui doit notamment pour le cinéma le script de Marty de Delbert Mann en 1955, qui avait eu la Palme d'Or. Mais tout au long des 50s, il a beaucoup travaillé pour le théâtre et aussi la télévision, entre autres parce qu'apparemment, il ne pouvait souffrir qu'un cinéaste ne change la moindre virgule de son travail et qu'au sein du médium neuf qu'était la télévision à l'époque, il parvenait à garder davantage de contrôle. Après Network, il écrira encore le scénario d'Au-delà du réel, bizarrement, de Ken Russell, qui aurait été réalisé par Ken Russell et sorti en 80. Avant de mourir de maladie. Outre Peter Finch, William Holden ou Faye Dunaway, le film compte aussi au casting le récemment disparu Robert Duvall, Beatrice Straight dans le rôle de l'épouse de William Holden ou encore Ned Beatty, un acteur qu'on peut voir au off-screen dans Nashville de Robert Altman ou dans L'Exorciste de l'hérétique de John Boorman. La photo est de Owen Roizman qui a signé celle de L'Exorciste ou des 3 jours du Condor. Le montage est de Alan Haim qui a bossé notamment avec Bob Fosse qui était un grand pote de Paddy Chayefsky sur All That Jazz ou Lenny. Et vous l'avez dit, donc ici tout se rejoint. En préparant l'émission, j'ai vraiment vu qu'il y avait des ponts entre tous les films ici. Succès public à l'époque, Network obtiendra 4 Oscars en 76, l'année du sacre de Rocky, une statuette pour le scénario de Paddy Chayefsky et 3 pour les interprètes. Peter Finch à titre posthume dans le rôle de Ward Bill, Faye Dunaway et Beatrice Straight qui raflent en fait cet Oscar du meilleur second rôle sur une seule scène vraiment développée qui est celle où William Holden lui apprend qu'il a une aventure avec Faye Dunaway. Voilà. Est-ce que Manu, tu veux peut-être développer sur le scénario ou sur la mise en scène Paddy Chayefsky, c'est quelqu'un qui est encore peut-être maintenant un peu méconnu, un peu oublié, qui est un peu tombé dans l'oubli, déjà parce qu'il est mort relativement jeune, à l'âge de 58 ans. Mais à l'époque, durant les années 50 jusqu'aux années 70, ça a été un des scénaristes les plus respectés de l'industrie américaine, qui a été récompensé par 3 fois par l'Académie pour Marty de Delbert Mann, pour The Hospital de Arthur Hiller et bien sûr donc Network de Sidney Lumet. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il était arrivé à un tel point de respectabilité dans le métier, c'est que pour Network, il va obtenir le Final Cut, qui est quelque chose qui est plutôt réservé aux réalisateurs. Donc c'est vraiment un film qui est à la fois vraiment autant un film de Sidney Lumet que Paddy Chayefsky. Ce qui est intéressant aussi dans le parcours de Paddy Chayefsky et celui de Lumet, c'est que tous les deux ont fait leurs premières armes à la télévision durant ce qu'on appelle l'âge d'or de la télévision américaine et qui va voir émerger toute une génération de nouveaux cinéastes, que ce soit John Frankenheimer, Martin Ritt, Robert Mulligan, Arthur Penn, Franklin J. Schaffner. Et aussi toute une génération de scénaristes, Gore Vidal, mais aussi Rod Sterling. Donc c'était vraiment un vivier. Et justement, le film Marty, qui est le premier Oscar qu'obtient Paddy Chayefsky, c'est un film qui va paver la voie à tout un passage de ces auteurs qui ont travaillé à la télévision vers le cinéma, puisque Marty est en fait à l'origine un épisode d'une série télé écrit par Paddy Chayefsky qui va être transformé en film et obtenir l'Oscar et donc paver la voie à toute cette nouvelle génération de cinéastes. D'ailleurs, Marty est, je pense, un des 4 films jusqu'à présent qui a gagné le Oscar pour meilleur film et le Palme d'Or à Cannes. Ensemble avec, je pense, avec Parasite. Ouais, il y en a 2 récemment, hein, Parasite, Anora. Et puis, il y a encore le Billy Wilder de Lost Weekend. Ok, Éléonore, qu'est-ce que ça t'a fait quand tu as découvert Network et tu l'as revu hier ? Je trouve que le film était super pertinent, super prémonitoire. Ça fait très peur, mais finalement, c'est pas tellement... on n'est peut-être pas encore au stade de la dernière scène de Network, mais on n'en est pas loin, en tout cas déjà avec les talk shows qui pullulent un peu partout aux États-Unis. Puis en fait, c'est vrai de se dire que le moment où le showbiz a fusionné avec la politique, il l'avait complètement prédit, puisque ça s'est passé quand Reagan a été élu après aussi, où c'était un acteur de série B. Et ça résonne aujourd'hui, puisque Donald Trump est aussi un homme de la télévision. C'est un homme qui s'est refait à la télévision quand ça n'allait plus, avec une émission The Apprentice, je crois que ça s'appelle.
Et donc de voir tout ça, c'était assez terrible. Et puis à côté du côté média, quand je vois ça, je me dis que Paddy Chayefsky, s'il voyait, parce que je pense que c'est quand même un peu lui qui est très enragé, voire un peu pamphlétaire sur le côté vraiment contre en tout cas une espèce de rage contre les médias. Il y a un côté très enragé, ce film, qui je pense vient plus de lui. Je pense que c'est quelque chose, lui était très frustré Oui. de la manière dont justement la télévision était passée aux mains des networks et toute cette créativité qu'il avait connue au sein de l'industrie, il ne l'avait plus. Donc, notamment le film est en fait une sorte de recyclage d'une série télé qui n'a pas pu voir le jour, qu'il avait proposé, qui a été refusé, et qui suivait le parcours d'un groupe de contestataires qui infiltrait un réseau de télévision pour vraiment le détourner de l'intérieur. Et donc je pense effectivement, comme tu le dis, c'est vraiment un film qui est nourri de cette frustration, qui est au début pas forcément politique, qui est plus au niveau à sa propre échelle, et qui aujourd'hui prend une ampleur tout autre. Et puis il y a tout le côté aussi capitalisation sur tout, récupération de tout, de la contre-culture, comme aussi, je trouve que le personnage de Faye Dunaway aussi dit beaucoup de comment ça se passe sur les réseaux sociaux aujourd'hui, où on dit souvent créateur de contenu, et je trouve que la notion de la créativité ou la capacité à corrompre est un peu aussi presque confondue, alors que c'est un peu déjà ce qui est en jeu, je trouve, dans Network. Elle a l'air d'être créative, mais derrière, tout ce qu'elle veut, c'est faire monter l'audience, c'est faire monter l'audimat. Elle parle en termes de share pendant tout le film. Et je trouvais que c'était assez vrai aujourd'hui avec les réseaux sociaux, les likes, etc. Le fait de ne pas ennuyer les gens, retenir leur attention. Je trouve que le film pose des bases où aujourd'hui, on est des années après, on est bien plus bas, on va dire, dans la diminution de l'attention ou la diminution de l'intérêt des gens pour les livres, ou en tout cas pour d'autres choses que leurs écrans. Et ce qui est passionnant dans le personnage de Faye Dunaway dont tu parles, c'est qu'elle est presque elle aussi même victime de ce qu'elle produit, parce qu'elle est dans ce mode opératoire de zapping permanent. Il y a cette scène notamment assez géniale avec William Holden, où il y a leur petite aventure, où vraiment toutes les scènes, elle est en train de parler, au dîner, elle est en train de parler, au lit, elle est en train de parler, elle est complètement... En train de parler de son boulot. Tout le temps en train de parler de son boulot, elle zappe en fait tous les moments, quoi. Freddy, tu veux rajouter quelque chose ? Non, je voulais juste ajouter ce qui m'a frappé le plus, en fait, en revisionnant le film, c'est en fait les qualités de Paddy Chayefsky, qui a commencé dans un style plutôt naturaliste, plutôt réaliste. Tu vois, il était un maître en dramatisant la vie ordinaire du common man, quoi. Puis après, dans sa carrière, il a évolué un peu plus vers le satire, vers la comédie noire. Et ce mariage, on retrouve très fort dans Network, parce qu'il y a ce côté satire très noir, comédie très noire, mais il y a aussi ce côté très touchant, je trouve, dans les paroles, dans les dialogues entre les personnages. Par exemple, comme tu dis, le personnage de Faye Dunaway en relation avec William Holden, il y a quelque chose de vrai là. C'est pas juste du satire. Ça parle de vraies émotions, de vraies relations, aussi avec sa femme qui est trompée. Il y a ce côté aussi que j'avais un peu oublié. En fait, le côté humain que j'ai fort apprécié, aussi bien sûr très, très fort élevé par les performances des acteurs. Bien sûr, Sidney Lumet était un réalisateur qui... un actor's director, comme on dit souvent. Il arrive de nouveau à sortir les meilleures performances dans tous les acteurs, je trouve. Aussi, par exemple, dans le rôle de Robert Duvall, on doit parler de lui aussi, bien sûr. Un de mes acteurs préférés de cette époque-là. Toujours un acteur un peu de deuxième plan, mais qui a toujours... ça fait... Dans chaque scène où il est, il met sa... je sais pas, son signe, quoi. Il s'énerve très bien. Et c'est ça qui m'a frappé fort dans ce film, parce qu'en général, il joue des personnages un peu plus calmes, mais ici, il va jusqu'au bout, comme comment dire, le produce vraiment chiant. Et il y a une scène spécifiquement dans le film, une scène où il vire William Holden, et il fait vraiment un tirage, genre « I've got a big fat, big titty hit here, man !» J'ai adoré, c'est un acteur incroyable. Je voulais encore une fois stresser ça.
Et ce qui est génial, je trouve, justement dans cet équilibre entre la satire et le portrait des personnages dont tu parles, c'est tu parlais, Eleonore, juste auparavant, du parallèle qu'on pouvait dresser avec des films vus l'année dernière, comme Eddington ou One Battle After Another. C'est que moi, justement, ce qui m'a manqué dans One Battle After Another, c'est que cet équilibre entre guillemets entre le portrait des personnages et la satire, je l'ai pas en fait. Ces personnages, je n'y crois pas. Le personnage de DiCaprio, je suis trop à distance. Le personnage de Sean Penn, pour moi, c'est encore pire. Je trouve là, Lumet est très pertinent parce qu'il arrive à maintenir cet équilibre au sein même quelquefois de scènes où on est vraiment dans une scène qui va plus discourir sur la société, sur entre guillemets ce mode médiatique, mais sans jamais perdre de vue les personnages. Et c'est ça qui est très fort dans Network, qui je pense qui permet au film de traverser aussi le temps au-delà de son aspect visionnaire. Ouais, et tu disais, il y a un équilibre entre Enfin, non, c'est toi qui parlais, Freddy, du fait qu'au début, il était plus sur le common man et que là, il va plus vers la satire. Mais il y a quelque chose aussi de très documenté, en fait, dans le film. Je dirais qu'au début du film, on est presque comme si c'était un documentaire sur la télévision, où le style... Sidney Lumet était un réalisateur qui... on a beaucoup dit qu'il s'effaçait beaucoup derrière les scripts et qu'il était toujours à chercher à magnifier le script au service du script et que c'était pas du tout un cinéaste ostentatoire. Ça se discute. Un style pour le style. Après, c'est vrai que si tu vois ses plus anciens films, son style au fur et à mesure de sa filmo a tendance à un petit peu la mettre en sourdine, on va dire. Et au début, par exemple, la première intervention de Howard Beale, sa première apparition télé, on est dans la régie en fait. Le script et le réalisateur sont en train de parler d'autre chose et ils n'écoutent pas ce qui se passe. Là, on est limite chez Altman. Tu vois, cette scène-là, moi, ça a pu me faire penser au cinéma de Robert Altman. Mais c'est vrai que progressivement, et notamment, surtout avec les éclairages, le film va se styliser en fait au fur et à mesure du temps, et surtout tout ce qui a trait au personnage de Howard Beale justement, et ça culmine bien sûr par cette séquence où il fait face à Ned Beatty, qui est complètement pour le coup antinaturaliste, parce qu'ils sont dans lui-même, Ned Beatty met en scène la confrontation en fermant les rideaux. Ils se mettent à l'extrémité de la table, d'une table qui fait 30 mètres de long, et il est tout de suite dans une posture extrêmement théâtrale, et tout ceci est encore rendu plus fort par l'usage des éclairages, l'usage des focales, et le rapprochement progressif dans l'axe des deux côtés. Oui, il y a un côté aussi le personnage de Bill est à ce moment-là, dans ce moment précis, il est presque comme aspiré avec ces focales qui se rapprochent de Betty. Tu as l'impression qu'il est aspiré par le discours de ce personnage-là. Après, ce qui est intéressant sur la stylisation même de cette séquence-là, c'est que donc Lumet était assez coutumier de tourner en décor réel. Et donc là, en fait, c'est des contraintes aussi qui lui ont été imposées. Il n'avait pas le droit de poser d'éclairage. Donc le chef-op a été tenu, entre guillemets, de s'en tenir juste à un tout petit reflot pour éclairer à toute fin Ned Beatty, mais tout ce continuum était imposé aussi par les conditions de tournage. Donc cette stylisation, elle est à la fois le fruit d'une maturation stylistique, mais elle est aussi le fruit des contraintes même de ce décor-là. Oui, mais c'est fait exprès, cette scène. Cette scène a une sorte d'abstraction. Dans l'éclairage, aussi très fort dans le rôle de Ned Beatty, et son qui interprétation exagère à fond, qui devient une sorte, qui est plus du tout un personnage naturaliste, mais vraiment, une sorte de, un caricature. Et c'est vraiment joué comme ça parce que c'est fort exagéré. Donc là, il a clairement voulu isoler cette scène quelque part et le mettre dans une sorte d'autre univers. Je ne sais pas, pour mieux dénoncer ou pour mieux montrer le sorte de personnage que Ned Beatty est. Le vrai pouvoir, le personnage du vrai pouvoir. Moi, j'ai l'impression qu'à ce moment-là, il essaye de parler à Howard Beale comme s'il était Dieu, et il se rend théâtral, il arrive, il ferme les rideaux. On sent qu'il a compris comment il devait lui parler, puisque pendant tout le film, Howard Beale, c'est parce qu'il a eu un rêve où on lui a dit qu'il devait parler, qu'il n'écoute que ça, et c'est comme s'il avait une révélation. Et je trouve que c'est un petit peu comme un espèce de
une technique subliminale. Il est un peu comme en train de l'hypnotiser comme ça, en le tenant dans cette pièce avec un décorum hyper impressionnant, avec, comme tu disais, oui, toutes ces lampes qui sont des lampes de banquier. Donc c'est vraiment le mot en déco. Et je trouve ça vraiment génial parce que oui, ça montre aussi à quel point il est encore en train d'essayer de le manipuler et que le film a été une constante manipulation de tous les personnages et les manipulateurs et les manipulés. Mais là, ça culmine vraiment, quoi. Et je trouve que c'est une scène aussi qui fait un peu aussi un parallèle avec le côté très totalitaire qu'on donne à ce qui se passe dans ce bâtiment de la télévision, dans le film. Ça m'a marqué, c'est la première scène avec Robert Duval dans son bureau, quand il y a eu la première intervention télé de Howard Beale. Il y a un livre avec une croix gammée dessus. Moi, je ne l'avais pas vu, et là, j'ai vraiment fait arrêt sur image en me disant, mais enfin. Et oui, et en fait, c'est en revoyant le film, peut-être rien à voir, hein, mais moi, j'ai repensé à un autre film, j'ai repensé à la fin d'Eyes Wide Shut de Kubrick, avec cette scène autour du billard entre Sidney Pollack et Tom Cruise, où il y a de nouveau ces lampes vertes. En plus, j'ai été voir. Il y a un truc très comme ça, comme quoi vraiment il y a un monde. Le monde, c'est le business. Enfin, c'est ce qu'il dit. Hein, derrière tout ça, c'est le business, c'est l'argent. Il n'y a pas de peuple, il n'y a pas de nation, il n'y a que des entreprises, en fait. Et je trouve que toute la mise en scène, en fait, vient appuyer ça, quoi, avec ces lampes de banque, avec cette c'est façon filmé de cadrer. comme une cathédrale, en fait. Ouais, il est sur un hôtel et tout est dirigé vers là. Et il parle de Dieu et en fait, à la fin, il est dans la pénombre. On a l'impression que c'est plutôt le diable qui est en train de lui tendre la main, quoi. Totalement. En fait, ça me fait penser aussi à la confrontation dans There Will Be Blood, dans le bowling. Absolument, moi aussi j'y ai Daniel pensé. Day-Lewis et Paul Dano. Il y a aussi une sorte d'abstraction, un côté église, un côté sacral, avec aussi le personnage de Daniel Day-Lewis qui devient une sorte de Dieu, bigger than life, dans sa parole. Ouais. You are an old man who thinks in terms of nations and peoples. There are no nations. There are no peoples. There are no Russians. There are no Arabs. There are no third worlds. There is no West. There is only one holistic system of systems. One vast and immane, interwoven, interacting, multivariate, multinational dominion of dollars. Petrodollars, electrodollars, multi-dollars, Reichmarks, Rins, rubles, pounds, and shekels. It is the international system of currency which determines the totality of life on this planet. That is the natural order of things today. Et juste pour ajouter encore une petite pièce que j'adore de cette monologue de Ned Beatty. There is no America, there is no democracy. There is only IBM and ITT and AT&T. Those are the nations of the world today. Très bien écrit. C'est très très bien écrit et c'est surtout d'une acuité absolument extraordinaire quand on pense à la situation aujourd'hui. Manu avait une excellente formule, il disait c'était une satire, aujourd'hui c'est un film d'anticipation. Parce qu'aujourd'hui, on pourrait faire un remake où il dit non, il y a seulement Google, Amazon, Facebook. Ouais, exactement. Ouais. Et en plus, il parle. Il y a des phrases qui font référence, tu l'as dit, Éléonore, directement à l'économie de l'attention, au fait qu'il faut endormir le public, qu'il faut annihiler les angoisses, qu'il faut annihiler l'ennui. C'est traité comme la première révélation pour Howard Beale. Et Howard Beale, il dit « Pourquoi moi ?» Et la voix lui a répondu « Parce que tu es à la télévision et qu'il y a 50 millions de téléspectateurs. » Et là, il redit exactement la même chose. Donc vraiment, les deux moments sont liés dans le film. Et puis c'est ce business de l'indignation, parce que le personnage de Howard Beale va aller à la télévision pour s'indigner, pour... C'est récupéré immédiatement. Mais en fait, c'est une forme de récupération parce que rien n'est proposé derrière. Il n'y a aucun discours contestataire qui se construit autour, en fait. Et c'est d'ailleurs mis en parallèle avec les fameux activistes communistes là, qui enlèvent des filles d'héritiers. Écuméniques de libération. Là. Voilà, tout est... Enfin voilà, dans le film, tout est récupéré. Tout mouvement contestataire ou de résistance est immédiatement récupéré pour faire du spectacle, quoi. Alors, moi, par contre... En voyant le film, j'avais une petite interrogation, ou en tout cas un sujet de réflexion qui était que moi, personnellement, j'ai du mal à... Si on se concentre sur la relation entre William Holden et Faye Dunaway, j'ai du mal à comprendre pourquoi elle s'intéresse à lui.
Je vois ce que ça apporte dans le film, cette confrontation, t'en as parlé, confrontation de deux mondes, enfin lui qui quelque part vient du monde glorieux de la télévision et de l'information, mais qui s'est quelque part déjà corrompu parce que Faye Dunaway lui dit mais tu fais aussi les chiens écrasés, donc arrête, enfin voilà, tu n'as plus ta gloire d'antan, tu es déjà quelque part dans le nouveau système. Et elle lui dit d'ailleurs je vais te remplacer, mais j'ai du mal dans la caractérisation du personnage de Faye Dunaway qui est cynique, arriviste, intéressé uniquement par son travail, à comprendre ou à acheter le fait qu'elle se mette en relation comme ça amoureuse avec William Holden, mais peut-être que vous allez complètement me contredire. Moi, je pense qu'il y a une faille existentielle quand même qu'a le personnage et qui est révélée lors leur confrontation dans la cuisine, où à un moment elle dit qu'elle ne sait pas en faire autrement. Et ça résonne avec la scène suivante du départ de William Holden, où lui dit mais grosso modo ce qui va se passer c'est que tu vas encore vivre comme ça quelques années et tu vas te suicider. La promesse de Peter Finch, c'est toi qui vas l'accomplir en fait. Et il y a quand même une sorte de faille qui fait qu'elle se rassure auprès de ce personnage-là qui incarne d'une certaine manière un socle moral de la télévision. Mais c'est de la même manière que des grands capitaines d'industrie rachètent des marques pour se donner une sorte d'assise culturelle, artistique, etc. Ça comble un vide, c'est du branding hein, d'une certaine manière déjà à ce moment-là quoi en fait. Dans le film, elle évoque un béguin qu'elle avait pour lui quand elle était à l'université. Mais je trouve aussi que c'est pas vraiment le motif le plus... Enfin, en tout cas, c'est pas la raison que je trouve la plus explicable. Je pense aussi qu'elle a besoin d'un pilier. C'est pour ça que le personnage est quand même humain. C'est justement dans ce moment-là qu'elle se révèle aussi incapable d'aimer, mais aussi très consciente de son attachement pour lui et à quel point elle est désœuvrée à l'idée de savoir qu'il va partir, même si, oui, elle n'a pas appris, mais je pense aussi comme toi qu'il y a besoin d'un socle moral, ou en tout cas d'avoir cette présence. Et c'est vrai qu'en fait, elle l'a carrément... comment dire elle l'a englobé. Enfin, la programmation est devenue l'information, donc elle aura vraiment complètement phagocyté ce pauvre William Holden. Mais en même temps, oui, il y a un truc très, très étrange de vouloir aussi le garder à tout prix auprès d'elle. Oui, c'est comme tu disais. En fait, c'est un personnage très tragique, je pense. Il y a une manque de capacité d'émotion, quoi. Tu vois dans le film qu'elle est en cherchant ça de ce côté de sa propre personnalité, mais elle n'arrive pas à le faire. Mais c'est pas un personnage. Pour moi, c'est pas un personnage caricatural ou une sorte de, je sais pas, un blow-up d'un sorte de, je sais pas, un personnage qui a pas de pitié, qui est juste intéressé dans les chiffres, dans les spectateurs. Il y a un autre côté. C'est de nouveau, je trouve que Padishevsky arrive très bien à trouver ce balance entre un personnage qui est pas du tout aimable, mais qui a en dessous de la surface qu'il y a un tragique, quoi. Je trouve aussi qu'en revoyant le film, c'est pas mal une critique du monde du travail aussi. On l'a pas souvent vu comme ça a souvent été la critique des médias, mais le nombre de fois où on voit à quel point là il y a une toxicité aussi sur non mais on en parlera au meeting de demain matin, alors qu'il pourrait très bien lui dire quelque chose directement à William Holden qui comprend pas ce qui se passe après une assemblée des actionnaires, ou on vire quelqu'un puis finalement non, elle est complètement accro au travail, Faye Dunaway. Je trouve qu'il y a un truc très juste et... Enfin, je me dis, si dans les années 70 c'était comme ça, aujourd'hui c'est toujours pareil, si pas encore pire quand on voit le nombre de personnes qui ont des problèmes de santé liés au travail. Et je trouve que c'est aussi une bonne critique de ça. Je pense que Sidney Lumet était quelqu'un qui a travaillé énormément, qui aimait profondément travailler, qui je pense était peut-être même très absorbé par son travail, c'est ce qu'on lit souvent. Il a été marié 4 fois. Il a tourné un film quasiment tous les ans. Hein. Pendant 3 décennies, ça a été ça quasiment. Je pense qu'il a peut-être un peu à voir avec ce personnage au final. Tous ses collaborateurs disaient aussi toujours que c'était une explosion d'énergie. Hein. Sidney Lumet, sa façon, la vitesse avec laquelle il travaillait, c'était vraiment incroyable apparemment. Après, la vitesse sur ces tournages, du fait que c'était un réalisateur qui finissait souvent... généralement en avance ses films, est aussi dû à son passif
d'homme de théâtre, parce qu'il a commencé très tôt. Et le live television. Voilà, aussi. de live télévision. Et c'est quelqu'un qui insistait toujours, quand il le pouvait, d'avoir au moins 2 semaines de répétition. C'est 2 semaines de répétition pour Network. Et pendant ces 2 semaines de répétition, toutes les scènes sont vues, les cadrages, les choix d'optique, etc. Donc au moment du tournage, effectivement, parce qu'il a cet héritage de tourner en live, ben, ça va très vite en fait. Et donc souvent, on se limite à 2, 3 prises. Je crois que l'une des scènes qui a demandé le plus de prises, c'est la scène de la confrontation entre William Holden et sa femme, où il y avait vraiment une volonté de la pousser jusqu'au bout, mais c'était pas du tout dans le style Lumet, entre guillemets. Le style Lumet, comme équivalent peut-être le style de Clint Eastwood, qui est connu pour tourner très peu quoi, à l'économie, parce qu'il y a aussi beaucoup de préparation en amont. Ouais, un peu comme Clint Eastwood aussi, c'est un bon exemple, je pense, de tourner très vite, juste un take. Ouais, il est aussi très connu pour ça. Très bien, eh bien, Petite anecdote sur la scène de confrontation entre William Holden et sa femme. Cette scène a failli ne jamais être dans le montage final, puisque c'était une scène qui, dans le scénario de Paddy Chayefsky, s'insérait juste avant justement cette scène de romance entre Faye Dunaway et William Holden, où justement elle est en train tout le temps de parler de travail. Et cette scène-là tombait un peu à plat, en fait. Une fois qu'il y avait la confrontation et qu'on voyait William Holden se jeter dans cette relation, cette scène perdait de sa force. Et c'est le monteur du film qui a proposé justement d'inverser ces scènes-là pour redonner une force à cette scène de confrontation entre William Holden et sa femme, ce qui a valu au final pour son interprète un Oscar derrière, quoi. Merci pour cette précision, Manuel. Et c'était apparemment le plus court rôle pour gagner un Oscar. 5 minutes et 2 secondes. Et hop là, un Oscar. Elle a cette scène, elle a... Ouais, encore quelques petits morceaux, Ouais. sinon, mais ouais. Très bien, merci beaucoup Freddy, merci beaucoup Éléonore de nous avoir reçus, merci à l'équipe du Offscreen, merci au cinéma Nova de bien avoir voulu accueillir l'équipe de transmission. Voilà, on vous encourage, chères auditrices, chers auditeurs, à aller au festival Offscreen, voir tous ces beaux films dont nous avons parlé, Blue Collar, Punishment Park et Network, si vous ne l'avez pas vu, même si c'est sans doute un des films les plus fameux que vous projetez cette année. Merci beaucoup Manu, merci beaucoup Freddy, merci beaucoup Éléonore et à très Avec bientôt. plaisir.